Bonjour, bienvenue sur Décideur TV, c'est Lex Inside, votre émission consacrée à l'actualité juridique et l'actualité du monde du droit. Au programme de ce numéro, on va parler du droit applicable au chocolat. On évoquera également l'intérêt de faire partie d'un réseau d'avocats et enfin, on parlera des nouveautés en matière de rupture conventionnelle. Pour débuter cette émission, je vais parler de l'ouvrage Chocolat 100% droit, édité chez Henrik B. Éditions avec Katia Blairon, co-autrice de cet ouvrage, également professeure en droit public à l'Université de Lorraine. Katia, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors pourquoi un ouvrage sur le chocolat ? Eh bien parce que le droit est partout, y compris dans le chocolat. Et aucun ouvrage juridique n'avait été rédigé sur cette question. Pourtant, le chocolat fait l'objet d'une réglementation depuis le XVIIe siècle. Et à l'époque, c'était un produit de luxe. Alors, il est resté encore un tout petit peu du point de vue de la TVA. Mais aujourd'hui, c'est un produit de consommation courante. Et avec le cacao, sa matière première, c'est un produit qui est consommé par les foyers en France, en moyenne 13 kilos par foyer en France. Alors, le marché au détail devrait, en tout cas pour le cacao, devrait arriver à 190 milliards de dollars pour 2026. C'est considérable. Oui, c'est la raison pour laquelle on s'est vraiment intéressé à la question du chocolat, mais aussi pour tous les enjeux économiques, politiques, sociaux, même environnementaux, et pour tous les aspects juridiques que le chocolat donc aborde. Ça va de la transformation du chocolat à sa commercialisation, sa composition, ses propriétés nutritionnelles, la propriété intellectuelle aussi, entre autres nombreuses choses. Même le goût a fait l'objet d'une tentative de régulation. C'est dire que le chocolat interroge le droit dans tous ses aspects, mais même aussi dans toutes les traditions gastronomiques nationales et les budgets publics. Alors, quels sont les aspects qui pourraient intéresser les amateurs de chocolat ? Eh bien, le chocolat a sa propre définition juridique, au-delà des usages communs que l'on pourrait avoir tous les jours, même les juristes quand on mange des chocolats. Et cette définition juridique concerne sa composition. Alors, c'est une définition technique qui est fondamentale en droit, mais elle n'est pas sans poser des difficultés pour certains produits qui sont composés de chocolat, comme des bonbons au chocolat, des crèmes dessert ou des gâteaux qui sont recouverts de chocolat. Alors, c'est une définition qui vient du droit français, mais qui est issue de la transposition d'une directive européenne de 1976, qui a été réformée en 2000. Et ce n'est pas la seule réglementation européenne qui s'intéresse au cacao, puisqu'il y a quelques jours à peine, une réglementation européenne a été adoptée pour lutter contre la déforestation causée par l'importation dans l'Union européenne de produits, de matières premières comme le cacao. Donc les interrogations que le chocolat suscite sont donc très nombreuses. Alors, comment le droit concerne ces différents aspects ? Alors, la réglementation cacao-chocolat est très variée. Elle concerne tous les domaines du droit, absolument tous, et de différentes manières. Cette réglementation peut être aussi bien, elle est composée de dispositions obligatoires, facultatives, voire aussi volontaires. Elle est faite de dispositions générales qui s'appliquent à n'importe quelle denrée alimentaire, mais elle est aussi faite de dispositions spécifiques qui portent sur le cacao. Par exemple, le titre de maître artisan chocolatier est régi par décret, mais les chocolatiers ne peuvent pas vendre n'importe quoi et la réglementation leur interdit, par exemple, de vendre des cigarettes en chocolat ou des cigares aromatisés au chocolat. Cette réglementation, par ailleurs, fait l'objet d'un très grand contentieux. Le plus célèbre, un des plus célèbres peut-être, c'est ce que l'on a appelé la guerre du chocolat devant la Cour de justice de l'Union européenne. Qu'est-ce que c'est ça, la guerre du chocolat ? Eh bien, elle a duré 30 ans, comme d'autres guerres, sauf que là, ce sont des États membres qui se sont opposés autour de la réglementation uniforme sur la composition du chocolat. Alors,
Il a aussi été question devant d'autres juges d'ordre public. Des juges ont jugé infamante la publicité d'un produit cacaoté ou la mise à l'étal de certaines figurines en chocolat parce qu'elles faisaient référence à des stéréotypes renvoyant à l'imagerie coloniale. Donc les contentieux sont très significatifs des enjeux commerciaux que le chocolat peut représenter. Des grands chocolatiers se sont disputés des droits exclusifs de commercialiser les fameuses barres chocolatées carrées ou des lapins en chocolat. Et par ailleurs, le nom attribué à une création chocolatée peut être protégé par le droit d'auteur ou le droit des marques. Et il y a des marques qui ont fait illusion, comme la marque Côte d'Or, dont le nom ne vient pas du département que l'on connaît, mais du Ghana, qui est une ancienne colonie britannique que l'on surnommait à l'époque la Gold Coast. Alors pour ce pays, comme pour les autres pays producteurs, le cacao est un or brun fondamental pour leurs finances publiques et pour leur politique publique. Alors on en sait plus sur la réglementation du chocolat. Comment le droit peut-il agir ? Le chocolat est consommé dans des pays qui ne le produisent pas. Et pourtant, la production impacte évidemment des producteurs, mais aussi des populations autochtones dans certains pays, des forêts, et d'une manière générale, les économies nationales de ces pays. Et le droit peut être un formidable levier pour changer des modes de production, pour faire évoluer des labels et pour répondre à une demande de qualité et de traçabilité. Mais les défis qui se posent sont très différents selon les pays producteurs ou consommateurs. C'est toute la difficulté qui se présente par exemple en matière de taxation, dont le maquis gagnerait à être simplifié pour les professionnels du secteur. Mais il en est aussi de même, par exemple, en matière de droits de douane, dont la fixation au niveau international suscite des débats politiques et diplomatiques très forts. Et certains auteurs, chercheurs militent pour que les recettes de ces droits de douane profitent aux producteurs pour leur garantir des revenus décents, car beaucoup encore de producteurs sont en dessous du seuil de pauvreté. C'est là où le droit joue un rôle essentiel. Il contient des outils pour protéger les acteurs d'une chaîne humaine au-delà de ce que peut représenter une filière industrielle. On va conclure là-dessus. Merci d'avoir présenté votre ouvrage sur le chocolat. Merci beaucoup Arnaud. Vous êtes sur Décideur TV, on poursuit Lex Inside. Quel est l'intérêt de faire partie d'un réseau d'avocats ? On en parle tout de suite avec mon invité, Loïc Soubeyran-Viotto, associé chez Constellation.lo. Loïc, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors, pourquoi faire partie d'un réseau d'avocats ? Pour des raisons multiples. Tout d'abord, pour nos clients qui font face à une complexité croissante des normes juridiques et une multiplication de ces normes, l'intérêt de pouvoir compter sur un réseau d'avocats, c'est d'obtenir des réponses de spécialistes à l'intégralité de leurs questions. Chez Constellation.lo, nous pouvons compter sur des experts au profil hybride, des avocats en droit des affaires tout d'abord, mais également des médiateurs et des experts en legal tech. En quelques mots, qu'est-ce que c'est Constellation.lo, le réseau ? Je vais y revenir, mais Constellation.lo, c'est avant tout un cabinet d'avocats et à la fois un collectif. Donc, je tiens vraiment à préciser ce point, c'est un cabinet d'avocats de droit des affaires. Pour revenir sur l'intérêt de faire partie d'un réseau, c'est de pouvoir compter sur un collectif. Notre collectif nous permet de former des équipes sur mesure en fonction des projets que nous confient nos clients et notamment les entreprises innovantes et leurs dirigeants. Par exemple, je peux vous donner l'exemple d'une start-up qui s'appelle Histovery et qui a une belle renommée nationale et internationale et qui propose des visites virtuelles de certains monuments. Cette société a notamment proposé une visite virtuelle de Notre-Dame de Paris pour laquelle on a proposé un accompagnement 360 grâce à notre réseau avec un accompagnement en droit social, en propriété intellectuelle, RGPD, droit des contrats et droit commercial. Donc là, je revenais sur l'aspect
les avantages pour les clients, mais c'est aussi des avantages pour les avocats qui peuvent profiter d'une image de marque et d'une dynamique de groupe qui permet l'acquisition de nouveaux clients, mais également la proposition de nouveaux services. À titre d'exemple, chez Constellation, nous avons été très actifs sur le marché de la médiation, puisque l'association Constellation Médiation vient tout récemment de voir le jour, et nous allons, dans les prochaines semaines, proposer un catalogue de formation. Quels sont les éléments de différenciation de votre réseau ? Le point principal, c'est l'autonomie juridique et financière de nos membres qui sont libres et indépendants, mais qui adhèrent à un certain nombre de valeurs de Constellation.lo. Quelles sont ces valeurs ? Les valeurs, j'y viens donc, ce sont la volonté de travailler en équipe, c'est le premier point. Le second, c'est la volonté, un état d'esprit d'entreprendre avec un goût particulier pour l'innovation. La plupart des avocats de Constellation.lo sont porteurs de projets de Legal Tech et nous avons à cœur de mêler dans l'accompagnement de nos clients un accompagnement humain et également technologique. Je vous donne un exemple. Nous proposons des smart diagnostics, des diagnostics intelligents à nos clients afin d'identifier leurs problématiques. Nous avons notamment communiqué en 2022 sur le village de la justice, un legal diagnostic sur le capital humain qui permet donc à nos avocats de cibler les problématiques de nos clients et de gagner en efficacité et en rapidité de traitement des problèmes. L'autre élément de différenciation, c'est que nous avons un souci très particulier de l'expérience client, que ce soit dès la rencontre, tout au long de l'accompagnement et jusqu'à la fin de la mission. Et dernier élément, c'est que nous attachons une importance également particulière au talent de nos membres. Pour cela, nous utilisons un test qui est fourni par l'Institut Gallup, qui permet d'identifier 5 talents de chacun de nos membres, que nous pouvons ensuite exploiter au maximum et que nous présentons sur notre site internet si vous voulez aller le visiter. Alors, on connaît mieux maintenant l'écosystème Constellation.lo, mais quels sont les objectifs ? Les objectifs de Constellation.lo, c'est de permettre aux avocats et aux médiateurs de Constellation de profiter au mieux de la révolution technologique et organisationnelle de notre pratique. Nous pensons que l'intelligence artificielle et les autres solutions technologiques qui sont à notre disposition vont nous permettre de gagner en efficacité, en qualité sur l'exercice de notre profession. Aussi, pour utiliser au mieux ces nouvelles technologies, nous avons décidé d'axer notre communication sur les services et sur nos clients. Nous utilisons également un certain nombre de solutions technologiques que l'on appelle en mode SaaS, c'est-à-dire des solutions technologiques que l'on peut utiliser directement en ligne. Et également, le troisième point, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est l'utilisation de l'humain et des technologies tout le long de l'accompagnement client. Chez Constellation.lo, nous sommes notamment bêta-testeurs d'un certain nombre de solutions technologiques, ce qui nous permet de faire bénéficier nos clients en prime time de ces innovations, mais également d'aider nos partenaires tech en les aidant à améliorer leurs produits et leurs services. Pour terminer, comment devient-on partenaire de Constellation.lo ? Alors, au-delà du partage de nos valeurs, des qualités et de l'expertise juridique qui sont primordiales, nous apportons un intérêt tout particulier au talent des personnes. Pour ces raisons, nous n'avons aucune condition financière requise, aucune condition de chiffre d'affaires. L'important, c'est de vouloir partager le marché du conseil aux entreprises innovantes et de vouloir développer son activité et son chiffre d'affaires. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci Arnaud. Vous êtes toujours sur Décideur TV, on poursuit Lex Inside, on va parler de la réforme de la rupture conventionnelle avec mon invité Johan Sultan, associé au sein du cabinet Lorrain. Johan, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors avant de parler de la réforme de la rupture conventionnelle, qu'est-ce que la rupture conventionnelle ? La rupture conventionnelle est un mode de rupture de contrat de travail instauré par le législateur depuis le 1er janvier 2018, dont la différence avec la démission ou avec le licenciement
et ce côté amiable et conventionnel entre l'employeur et le salarié qui vont discuter des modalités de cette rupture, du calendrier et de la fameuse indemnité de rupture conventionnelle qui est versée dans ce cadre. Quels sont les changements qui vont entrer en vigueur au 1er septembre 2023 ? Alors, il faut savoir que dans le cadre de tous les débats sur la réforme des retraites, la loi du 14 avril 2023 de financement rectificatif de la sécurité sociale a instauré quelques modifications concernant le traitement social de l'indemnité de rupture conventionnelle. Aujourd'hui, le traitement social dépend de la situation du salarié par rapport à une mise à la retraite de celui-ci. Un salarié qui peut éventuellement prétendre à une indemnité de départ à la retraite et donc être mis à la retraite peut conclure avec son employeur une rupture conventionnelle. Il faut savoir que dans ce cadre, l'indemnité de rupture conventionnelle est intégralement soumise à charge sociale. Il n'y a pas de traitement de faveur, c'est traité comme du salaire et avec donc un traitement de cotisation classique. Alors qu'un salarié qui ne peut pas prétendre à une indemnité de mise à la retraite bénéficie d'un traitement de faveur de cette indemnité avec des cotisations sociales au-delà des 2 PASS, 2 fois le plafond annuel de la sécurité sociale, et en deçà des 2 PASS, un traitement CSG-CRDS sur une partie, entre l'indemnité de licenciement et les 2 PASS, mais surtout du forfait social à hauteur de 20% de l'indemnité. La loi rectificative donc, de financement de la sécurité sociale du 14 avril 2023 modifie ce régime et l'harmonise en alignant le traitement de l'indemnité de rupture conventionnelle versée à un salarié qui pourrait prétendre à une mise à la retraite et celui qui ne peut pas y prétendre. Donc on a une harmonisation de ces 2 régimes, on a une suppression du forfait social à hauteur de 20%, remplacé par une contribution unique versée par l'employeur à hauteur de 30%. Quels sont les objectifs de cette réforme ? L'objectif de la réforme a été très clair, c'est qu'au moment effectivement des débats sur la réforme des retraites, le législateur s'est rendu compte d'un pic de conclusion de rupture conventionnelle 3 ans à peu près avant l'âge de départ légal l'âge légal à la retraite. Pourquoi ? Tout simplement parce que lorsque l'employeur concluait cette rupture conventionnelle avec les salariés avant le départ à la retraite, tout le monde, employeur et salarié, bénéficiait de ce traitement de faveur. Donc, ça n'était évidemment pas une faveur, un traitement qui permettait le maintien dans l'emploi des seniors. Et donc, en harmonisant ces deux traitements, bien avant la mise à la retraite et au moment de la mise à la retraite, en harmonisant ces 2 systèmes, cela devient moins intéressant de conclure une rupture conventionnelle quelques années avant la mise à la retraite du salarié. Et donc, en tout cas, l'objectif du législateur est de maintenir le plus longtemps possible le senior dans son emploi. Pour terminer, c'est une bonne réforme ? Alors oui, c'est une bonne réforme de ce point de vue-là, c'est-à-dire qu'on a en effet, je constate moi dans ma pratique au quotidien ce pic quelques années avant la retraite du salarié, et puis donc de ce point de vue-là, oui, c'est une retraite réussie, c'est une réforme réussie. En revanche, en effet, vous avez un forfait social à 20% qui est supprimé pour une contribution unique à 30%. Donc, c'est une réforme qui va engendrer un surcoût pour l'employeur dans la conclusion des ruptures conventionnelles. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur notre plateau. Je vous en prie, Arnaud. Merci à vous. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. À très bientôt sur Décideur TV pour un nouveau numéro de Lex Inside.